Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous rencontrons aujourd'hui donc Benoît Lachambre et Fabrice Ramalingom pour une création intitulée Hyperterrestre, création que vous avez conçue ensemble, que vous dansez ensemble, que vous interprétez, peut-être le mot est-il plus juste, ensemble, et qui va être présentée donc vendredi et samedi à 22 heures au théâtre de Gramont. Alors, quelques mots déjà pour vous présenter, parce que tout le monde peut-être ne vous connaît pas, bien que je pense qu'il y ait pas mal de... Vous n'êtes pas des nouveaux dans le monde de la danse. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, vous êtes de génération très proche, en fait. Vous êtes presque frères, hein. Je regardais ça de près. Et vous avez finalement tous les deux eu 20 ans ou une vingtaine d'années au cours des années 80, quand la danse était en train de creuser le sillon de recherche expérimentale et chercher à renouveler l'écriture jusque-là la plus répandue. Benoît, vous êtes donc québécois, vous avez donc une formation de danse classique et jazz, et puis vous avez débuté donc à Montréal dans les ballets de jazz de Montréal. Ensuite, vous avez rejoint le Toronto Dance Théâtre, et enfin vous avez créé votre compagnie Parbleu, qui signifie par Benoît Lachambre et eux, en mettant l'accent sur les collaborateurs qui participent donc sur vos projets en 1996, et vous êtes aujourd'hui donc à la fois chorégraphe, interprète, mais aussi reconnu pour vos travaux sur l'improvisation et l'enseignement, enseignement d'ailleurs que vous divulguez au cours d'ateliers que vous donnez depuis 15 ans, aussi bien donc en Allemagne, en Autriche, au Canada, en Belgique, en Hollande et aussi en France. Donc, à ma droite, donc Fabrice Ramalingom. Alors, vous êtes né à Avignon, quand même, vous êtes finalement de la région. Hein, on vous crédite souvent de l'adjectif de Montpellierin, mais c'est plus juste de dire que vous êtes finalement avignonnais, quoique, finalement, vos parents sont des gens qui ont quitté Madagascar après l'indépendance, et vous avez des origines à la fois indiennes, africaines et européennes. Donc, même le qualificatif de Montpellierin serait insuffisant pour rendre compte, voilà, de l'identité. Alors vous, en fait, vous avez eu une passion pour la danse dès l'enfance, sur laquelle on connaît effectivement votre goût pour Claude François et puis John Travolta. Vous en avez d'ailleurs exposé les éléments dans un spectacle intitulé Commencement. Vous avez donc débuté vos études au Conservatoire de danse de Saint-Ouen et puis au CNDC d'Angers. Et ensuite, alors là, ici, pour Montpellier, vous êtes complètement dans l'histoire du festival, puisque tout d'abord, vous étiez donc interprète de Dominique Bagué, donc de 88-93, je le rappelle. Puis vous avez participé, après le décès de Dominique Bagué, à l'aventure des carnets Bagué, qui essayait donc de rassembler des éléments de mémoire, ainsi que les éléments de travail de Dominique. Vous avez créé une compagnie, la Camionetta, avec Hélène Catala, que ensuite dont vous avez interrompu le cours en 2006 pour créer la compagnie Rama. Hein. Et cette compagnie se singularise par un travail, là aussi, de collaboration et pas seulement d'interprète ni de chorégraphe. Et en fait, finalement aussi, Hyperterrestre est l'occasion pour vous de, je dirais, signer les 20 ans de collaboration que vous avez eus ensemble, puisque vous vous êtes connus en 1994. Alors certainement, on va revenir à un moment donné sur les moments qui ont scandé ces 20 ans, mais je voudrais commencer d'abord par la création, parce que le titre de cette création hyperterrestre est assez mystérieux, et il l'est d'autant plus qu'il est relié à des expériences dans le monde aquatique. Alors, qui c'est qui va démarrer sur le sujet? Oui, ok, d'accord. Donc, oui, il est effectivement relié à une expérience au monde aquatique. Au fait, nous étions désireux d'avoir,
de partir d'un lieu qui était dans lequel on aurait une expérience extérieure à la danse et d'être dans une immersion de la nature ou d'une place où l'énergie était très forte. Donc, on était là à Hawaï. À Hawaï, on n'a pas seulement nagé avec les dauphins, mais on s'est promené beaucoup sur l'île. On a beaucoup senti l'environnement aussi. L'île d'Hawaï est une place où l'énergie est très forte, très puissante. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais c'était effectivement très physique comme expérience. C'est une terre où il y a un volcan, donc il y a des forces telluriques et qui sont très prégnantes quand on est sur le sol d'Hawaï. Il y a quelque chose de très puissant d'emblée quand on arrive là. Et pour rejoindre ce que disait Benoît, c'était pour nous aussi le fait de s'extraire non seulement du milieu de notre milieu de la danse, donc d'être ailleurs, mais aussi de s'extraire chacun de sa terre, de son milieu. Donc d'aller loin et de pouvoir être ailleurs, quoi. Voilà. Alors, la rencontre avec les dauphins, sur quel plan s'est-elle située? Est-ce que c'est la rencontre avec leur corps physique ou leur langage? Les deux. Oui, les deux, je dirais aussi avec leur moyen de communiquer, avec l'environnement aussi dans lequel l'environnement aquatique est très puissant. Mais le langage ou la façon dont ils vivent en communauté est très impressionnant. La dissolution du concept temporel ou du temps, comment est-ce que le temps s'effrite, ou comment est-ce comment on perd la notion temporelle à nager avec les dauphins. Et pour Fabrice, c'était une question sonore du chant des dauphins. Et pour moi, c'était une question des cycles de sommeil qui sont très courts, auquel, en tant que nageur, de nager avec les dauphins lorsqu'ils dormaient, des courts cycles, comme ils dorment c'est une période qui est faite de façon communautaire. Le sommeil se fait exactement au même moment. Tous les dauphins ont exactement le même... ils sont chronométrés organiquement dans leur période de sommeil. Et comment ils communiquent ça se fait de façon assez organique. Et comme ils ont des capacités, ils utilisent un pourcentage très, très élevé de leur cerveau, ils ont développé des capacités de communication un peu télépathiques. Et un phénomène qui s'est produit à plusieurs reprises, c'est lorsqu'ils sont dans cette période de sommeil. Ils m'ont, en tout cas moi en tant que nageur, ils m'ont amené avec eux dans cet état. Donc, il y avait une transformation de l'état ou de la conscience avec leur fonctionnement. Donc, ce n'était pas quelque chose que je créais, c'est quelque chose que la communauté créait. Et donc, c'était assez, un peu presque de la science-fiction, comme quelque chose à rencontrer, comme un événement assez étonnant. Et aussi qui nous a apporté un peu comme une couche de reconnaissance de sensations ou d'état qui nous a servi à construire la pièce. Et alors, s'agissant juste pour ajouter, donc c'était pas une observation, c'est-à-dire c'était pas juste observer comment ils se mettaient ensemble au sommeil, comment ils se déplaçaient ensemble, comment ils disparaissaient, ils revenaient. C'était pas juste il y avait aussi de l'observation, mais c'était une vraie une vraie expérience. Et donc je rajouterais par rapport à tout ce qu'a dit Benoît, cette chose de mouvement ensemble où ça va vite, puis tout d'un coup ça suspend, ils dorment, et puis ils repartent. Ces choses-là,
il y a une espèce de transmission qui se fait aussi pour nous dans le corps. C'est-à-dire que non seulement l'environnement nous favorise ça, c'est-à-dire qu'on est dans l'eau, on est en suspension, il y a de la profondeur, donc du noir en dessous, et puis il y a le soleil qui perce et qui fait des raies comme ça. Donc il y a tout cet environnement qui fait événement. Et dans cet événement-là, il y a ce mouvement des dauphins dont parle Benoît, qui sont dans un rythme et tout d'un coup, ensemble, suspendent aussi. Et tous ces éléments-là ajoutés fait que la notion du temps dont parle Benoît, ça se sent. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas de temps. C'est hors temps. Ajouter à cela leur son, c'est-à-dire que moi, avec les films Flipper au dauphin ou je ne sais quoi, enfin tous les reportages animaliers, on se dit ah oui, le son, donc ça a été amplifié. Mais en fait, le son, on l'entend très 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 bien, très très fort. Et ce son qui est assez perçant, c'est assez doux mais assez perçant, ça, alors je ne sais pas ce que ça atteint comme zone du cerveau, je ne sais pas ce que ça atteint comme zone du corps, mais il y a une espèce de déplacement, il y a une chose où ça, tout d'un coup, on n'est pas du tout dans une chose compacte et réelle et présent, et tout d'un coup, ça, là aussi, ça suspend dans le cerveau, ça suspend dans le corps, ça suspend dans un état, et donc c'est ces états-là qu'on a essayé de garder en mémoire dans les corps et de jouer avec ça, c'est-à-dire de pouvoir transmettre ces états des dimensions qui sont autres que celles, le présent, etc. C'est comme une dilatation du temps qu'on a essayé on a essayé de s'en emparer pour pouvoir le reproduire sur le plateau, avec tous les éléments qui sont nos corps, le décor, la lumière, le son, tout pour aider ou favoriser ou inviter le spectateur à justement atteindre, j'espère que ça pourra le faire, les états que nous, on a traversés. Alors, il y a quand même une question, évidemment, toute naturelle qui se pose, parce que ces expériences, vous les avez vécues dans un milieu qui est un milieu aquatique, et donc, vous ne dansez pas dans une piscine, hein, vous dansez sur terre, on va dire, hein, sur le sol du plateau. Alors, comment la transposition s'est-elle faite, et qu'est-ce que ça rajoute, finalement, d'être finalement dans l'élément habituel du danseur, qui danse plutôt quand même sur le sol, hein? Qu'est-ce que ça a rajouté? Qu'est-ce que ça a modifié? En quoi les deux éléments, rapport au sol et ce rapport, on voit bien, qui s'inscrit dans une dilatation du temps et aussi dans une expérimentation d'une communion, s'est transmise? Alors ça, c'est un des éléments, ce dont on a parlé. Il y a d'autres éléments aussi qui sont ce que disait Benoît sur les forces telluriques et la puissance des sols. Donc ça, c'est double. C'est-à-dire, c'est pas que on va faire de l'aquatique. L'aquatique, c'est une expérience et ça nous nourrit. Les forces telluriques de cette île-là, ça nous nourrit. L'ensemble, Benoît et moi, ensemble, ailleurs, ayant à peu près le même langage corporel, voyons où on en est ensemble, ça nous nourrit. Mais ce n'est pas juste de l'aquatique, on va faire effectivement cette histoire de piscine dont tu parles, là, c'est pas du tout ça. Il est question là d'inviter le spectateur à travers nos corps, à la lecture de nos corps, mais aussi à ce qui se passe là, à les déplacer. C'est-à-dire qu'effectivement, on part d'un endroit solide, mais comment finalement on va petit à petit voyager, s'en aller, se déplacer. Vous êtes, Benoît, toi, tu pratiques beaucoup l'improvisation depuis longtemps, ainsi que certaines techniques. Est-ce que ce travail avec les dauphins a modifié la perception que tu as des techniques que tu enseignes, ou est-ce que ça les a, je dirais, creusées davantage selon un axe qui t'est cher? Enfin, ça m'intéresserait peut-être d'avoir un point de vue là-dessus aussi. Au fait, oui, j'ai travaillé énormément sur les méthodes somatiques et aussi sur le corps énergétique, sur la relation entre l'interne et l'externe. Mais au fait, c'est justement avec les dauphins le font de façon naturelle et le font de façon constante. Donc, c'est un peu c'est un peu comme des défis, quoi.
Non, c'est des enseignants, en fait. C'est des enseignants, c'est que ils sont constamment dans des états que nous, on peut considérer seconds, ou un éveil, des états d'éveil et de conscience très poussés. Alors, et c'est ce que je recherche dans le travail somatique. Donc, je trouvais des êtres qui sont dans cet état, mais de façon constante. Et c'est là où il se fait une nécessité oui, ça modifie ça modifie ma pratique, mais ça s'inclut aussi dans notre pratique commune, parce que ça fait partie et ça, en intégrant ce processus, la pratique somatique devient elle-même, ou la reconnaissance de l'état et du rapport entre l'intérieur, l'extérieur et l'autre, et le transfert, c'est ce qui constitue l'événement chorégraphique aussi. Donc, c'est d'observer ça comme un événement chorégraphique et de travailler avec ces événements, de pouvoir les reconnaître pour voir comment l'empathie, le travail d'empathie, et de voir comment on peut établir des structures de fonctionnement qui permettent à l'empathie de prendre plus de s'épanouir. De s'épanouir, oui. Alors, Juste, pardon. Oui. En fait, je rebondis. Effectivement, ça peut paraître, pour certains qui font pas cette pratique-là, avec des méthodes somatiques, enfin des méthodes de soins qu'on a liées à la danse, ça peut paraître un peu étrange qu'on fasse ça. Mais en fait, c'est tout un travail d'aller chercher les moteurs du mouvement, ou de reconnaître comment on peut prendre soin de son corps. Et par le fait de prendre soin de son corps, donc de voyager à travers son corps, ça peut déclencher de nouveaux espaces de création. Et donc, tout ce travail-là, souvent, on nous dit, mais c'est étonnant parce que c'est un peu science-fiction, votre truc, là, quand on en parle et qu'on touche précisément. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était évidemment inviter les spectateurs à venir dans ces régions-là du corps, mais aussi de l'espace. Et du coup, on se disait, oui, c'est vrai que ça fait peut-être science-fiction. Et donc, on est parti sur l'idée de science-fiction. Donc, sur une science-fiction, parce que nous, on adore aller voir, quand souvent on est en résidence, tout ça, on va voir des films de science-fiction, plutôt de série B, parce qu'on adore ça, et on s'éclate. Donc, c'est aussi un point. Injonction qui est oui, là. C'est ça, c'est une chose qu'on partage, et qu'on avait envie de fabriquer, enfin, une science-fiction de pacotille, quoi, comme les gamins. Donc, il y avait cette chose-là qu'on avait envie. Et donc, notre dramaturge, Mathieu Dose, parce qu'on essayait de faire des extraterrestres, je ne sais pas comment on parlait de ça, de côté un peu surréel. Et il dit, mais en fait, les gars, c'est hyper terrestre, quoi. Vous êtes vraiment... c'est le corps. Sur le sol. Ouais, oui, vous êtes sur le sol, vous êtes vraiment concret. Et ce que vous êtes en train de trafiquer, c'est réel, quoi. On le sent. D'où est venu le titre. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde la question du duo. Et alors, c'est ce qui m'a fait tilt comme ça, c'est l'image que vous proposez pour illustrer finalement la présentation de cette création, une figure de Janus à deux faces, qui est assez, je dirais, à la fois fraternelle et un petit peu provocatrice. Est-ce qu'elle traduit l'esprit de ce duo ? Et est-ce que c'est un duo dans lequel il y a osmose entre les deux, au point de réaliser cette figure double, là, de tête, ou à deux parties de visage, ou est-ce que c'est autre chose ? Il y a des moments d'osmose qui sont très forts, très puissants. Oui, fusionnels, oui. Oui. Mais aussi, on a chacun notre façon de fonctionner. Donc, on se laisse aussi avoir notre propre mode d'expression, ou notre propre identité. Mais je dirais que l'événement fusionnel, qui va nous permettre de transgresser la limite du corps, et de pouvoir que le corps devient l'union entre l'extérieur, l'intérieur et l'autre.
Donc, c'est de cette façon-là. Et ça crée, oui, une genre de humilité, oui, c'est un travail de jonction très, très intéressant, très, très fascinant. On est pris par les états, on est ravi d'une certaine façon. Et ce travail de ravissement, ben, ça devient aussi une recherche chorégraphique. Alors, il y a un travail de la voix, parce que j'ai lu donc dans le dossier de presse, comme tout le monde peut le voir, que vous avez eu un coach vocal qui est donc Sufélie. Quelle est donc la place de la voix dans cette fusion dans laquelle chacun garde quand même son identité, d'après ce que je comprends? Alors moi, je continue la question d'avant et je vais glisser vers la voix. Oui, alors il y a aussi les costumes qu'Alexandra Berthaud a fait qui provoquent ou enfin qui induit qu'on on fait partie du même clan, de la même tribu, de la même famille, de la même espèce en fait. Voilà, de la même espèce, ça serait mieux. Donc de la même espèce, on est tous les deux de la même espèce. Et du coup, de la même espèce, il y a de l'ordre de la fraternité, mais il y a aussi le même corps. Alors, des moments, c'est du même corps. On se donne nourriture à travers le souffle, à travers la voix, et à travers la bouche. Donc, il y a fusion, parfois. Et donc, ce travail de voix, on l'a commencé il y a un moment, chacun de son côté. Puis aussi, on a traversé la pièce de Boris Charmatz, tous les deux, puisque j'ai repris le rôle de Benoît dans Quintet de Cercle, où il y avait un vrai travail de voix avec Dalila Katir. Et ce travail de voix qu'on a aussi traversé sur Lugares Comunes, la pièce de Benoît, en 2005, on avait envie de le continuer. Quand j'ai proposé à Benoît de faire ce duo-là, tout de suite, je lui ai dit, moi j'aimerais bien qu'on continue ce travail de langage inventé, et donc de travailler la voix. Et Benoît, tout de suite, il a dit bah ouais, moi ça m'intéresse. Et peut-être on pourrait travailler sur des choses qui sont plus en lien avec l'interne. Donc les méthodes somatiques dont on parlait juste avant, tout le travail de méthode somatique, et donc tout le rapport à comment la voix, elle vient pas seulement de là, mais comment elle vient oui, elle irrigue, elle va de plus loin, et comment ces événements de voix font environnement et participe dont on a parlé tout à l'heure, qui participe de ces temps qui sont dilatés. On est dans l'immersion donc sensorielle. Voilà, hein, une immersion sensorielle dans laquelle le corps a une implication ou un engagement apparemment assez conséquent, puisqu'il a été travaillé avec des choses qui remontent loin peut-être dans notre mémoire. Oui, un peu archaïque, hein, oui. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi une dernière question avant que je laisse la parole pour que vous puissiez poser des questions. Il y a aussi une participation d'un compositeur qui apparemment est conséquente. Il performe voilà, avec nous. C'est un performeur, c'est Anne Rowe. Quel est donc il est là sur le plateau, il va improviser peut-être? Ou a-t-il écrit déjà quelque chose? Comment ça s'est articulé, la relation avec lui? Oui, c'est les deux. C'est écrit, oui, mais ça donne toujours place à l'improvisation. C'est comme pour nous pour la danse. Je dirais le concept même d'improvisation voilà, qui veut ça. C'est comme nous pour la danse. Hein. Oui, donc c'est très structuré. Comme pièce, la pièce est très structurée. Donc, autant au niveau de la danse qu'au niveau de la musique. Et il y a place à fluctuation, et c'est dans les fluctuations que le caractère de l'œuvre se forme. Donc on fluctue évidemment très, très activement avec l'environnement sonore, et autant qu'on participe avec la voix, que Han, lui, intègre aussi le son est aussi un événement qui a des caractéristiques très spatiales. Donc, ces caractéristiques spatiales-là créent des environnements dans lesquels on participe à ces dynamiques. Donc, oui,
improvisationnelles, mais ça doit être improvisé pour exister. C'est des structures qui se doivent d'avoir une certaine écoute à l'immédiat pour permettre à l'événement spectaculaire de prendre forme. Mais lui, il n'est pas allé à Hawaï. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, il n'est pas allé à Hawaï, mais il travaille avec Benoît depuis fort longtemps maintenant. Moi, je l'avais vu en fait sur la pièce de Benoît et de Meg Stewart, Forgeries, aide-moi. Love and Other Matters. Voilà. Donc ça, je l'avais vu là à ce moment-là, puis je l'ai revu sur Snakeskin. Et moi, il me fascine, Han Rowe. Et on n'a pas besoin de lui parler de tout ça. Il est déjà dans ces histoires de dilatation du temps et dans l'événement. Donc on n'a pas besoin de dire ça. Il savait qu'on avait été nager avec les dauphins, il savait tout ça, mais il a une. On le choisit pour ça d'ailleurs. C'est assez fascinant. Il arrive à créer un événement, un environnement sonore avec des petits événements qui permettent justement de déclencher chez le spectateur, même chez nous d'ailleurs, des moments où on part. C'est comme une bulle tac. Et puis voilà, on est ailleurs quoi. Pas besoin de lui raconter des choses. Bien, alors là, c'était larron, oui, j'ai bien compris que c'était important. Voilà, en fait, c'est un duo à 3. C'est ça, exactement. Bon. Alors, donc c'est le moment de vous laisser la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Gérard Mayen. Oui, bonjour. Alors, c'est une question plutôt à Benoît, mais bon, pas forcément, mais disons, ce qui rebondit sur un propos de Benoît que vous avez eu tout à l'heure, où j'aurais juste aimé une précision, parce que ça m'a paru pas forcément évident. Vous avez parlé d'une combinaison de 2 éléments, donc on peut peut-être penser un peu pas forcément compatibles ou pas évident. Donc, combinaison entre un état second et en même temps une conscience très poussée. Voilà, ça m'a intrigué. J'avais envie d'en savoir un peu plus. Parce que l'état second, ça peut paraître une forme de lâcher prise, alors qu'une conscience poussée, ça peut paraître au contraire quelque chose de très aigu, très, très, très tendu. Et puis, lié à ça, j'aimerais vous entendre, là c'est peut-être bien tous les deux pour le coup, vous entendre parler un petit peu plus de la manière de faire partager ou pas l'expérience des méthodes somatiques à des spectateurs dans une salle. Et sachant que c'est tout de même une expérience pour le coup d'état physique, très intérieure, et que ça ne me paraît pas du tout évident à transmettre, et sans vouloir être fâcheux, mais Lugares Comunes, qui était un magnifique projet par ailleurs, qui était une pièce très, très riche, mais il m'avait semblé quand même que Lugares Comunes avait beaucoup de difficultés, alors que c'était, me semble-t-il, son propos, à transmettre justement cet état lié aux méthodes somatiques, à le transmettre à une salle, à un auditoire, à un public. Voilà. J'ai fini ma question. Mes 2 questions combinées. L'état second, oui, mais effectivement, mais le travail somatique, au fait, révèle des états seconds dans un processus très précis et très clair. Et les références de processus sont les espaces, les consciences, les espaces internes, des parois corporelles, des parois du corps, des vibrations des parois du corps. C'est aussi des expériences de la sensation de l'air à l'intérieur des différents espaces de vibration. C'est une expérience aussi, le travail somatique, c'est quelque chose qui est tout à fait humain c'est l'être humain, comment l'être humain est conçu. Peut-être que, et la difficulté de transmettre un travail somatique, c'est qu'on, très malheureusement,
la société contemporaine s'est dégagée de sa connexion somatique. Elle s'est défaite de sa connexion, de sa connexion avec le travail somatique par les codes qui sont imposés de vie contemporaine, qui sont imposés. Et donc, c'est des codes qui divisent le corps. Donc, oui, effectivement, c'est difficile à transmettre parce qu'on vit dans une société où le corps a été dérobé de ses fonctions les plus primordiales, les plus importantes. Et dans les pratiques somatiques, ben le but, c'est de se réapproprier ce qui est la conscience de ces connexions. Alors, les outils qu'on utilise, sont autant visuels que tactiles. Donc, c'est autant avec l'éclairage, autant avec la scénographie, le rapport à l'image, comment l'image crée de la sensation, du rêve, le rapport à la texture, les mémoires aussi, qui peuvent être les mémoires de ce qui est induit comme façon de fonctionner. Donc, une des premières images qui est adressée durant la performance s'adresse directement aux sensations somatiques. Mais ça, c'est fait de façon... et c'est une pratique artistique aussi. On ne peut pas nécessairement imposer la connexion chez le spectateur. On ne peut pas l'imposer. On peut la suggérer, on peut essayer d'amplifier la connexion. Mais il y a eu toute une... et ça, c'est politique. Il y a eu une déprogrammation ou une cession. Il y a une coupure qui s'est faite dans l'humanité, avec l'homme et l'environnement. Et ces coupures-là sont bien induites dans nos comportements. Et donc, ce n'est pas évident, mais c'est un essai. C'est une pratique et c'est une conviction aussi. Alors, si le travail ne se fait pas, il y a aussi la conviction que peut-être c'est une implication dans un processus qui éventuellement peut ouvrir une connexion. C'est un peu comme essayer d'investir dans une possibilité de changement ou de reconnexion. Et c'est très probablement, ça ne se produit pas nécessairement tout de suite. Parfois, c'est des échos, c'est des choses qui restent chez les spectateurs. Pour certains, c'est immédiat, et pour d'autres, ça se fait beaucoup plus tard dans un processus. Donc, et moi, je pense aussi et je pense que Fabrice, on se rejoint beaucoup là-dedans, c'est la nécessité du processus artistique aussi, que d'ouvrir ces zones-là, que de pouvoir faire un travail de connexion et de reconstruction. Et donc, pour continuer ce que dit Benoît, et donc pour parler d'hyperterrestre, effectivement, c'est des stratégies, en fait, pour pouvoir arriver à amener le spectateur à pouvoir être dans un état de sensation. Donc, Benoît évoquait justement la toute première partie, c'est des effets de lumière, de cacher, apparaître, disparaître, mais c'est aussi nos corps qui se mélangent ou qui flottent. Et du coup, le spectateur, enfin ce qu'on m'a donné comme retour, le spectateur a la sensation que ça fait qu'un seul corps, deux entités, puis c'est élastique, le corps est beaucoup plus grand, il flotte, il n'a plus de support. Et toutes ces choses-là qui créent de l'imagination, qui suscitent des images dans l'imagination, va aussi finalement descendre dans le corps. Enfin, c'est ce qu'on espère, puisque nous, on teste ça
dans nos pratiques, c'est aussi grâce aux images de l'imagination qu'on peut tout d'un coup comprendre ou sentir que la colonne, elle a un devant, que le bassin, il a un intérieur et qu'on le sent vraiment, qu'on sent qu'on est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer, qu'on a la sensation que les veines nous traversent et qu'on sent le parcours du sang dans les veines. Et toutes ces choses-là qu'on développe dans nos pratiques, on essaye aussi de trouver des stratégies enfin pas théâtrales, mais avec les éléments du théâtre et avec nos pratiques de chorégraphe, de les mettre en scène, ou en tout cas de trouver des stratégies pour que le spectateur puisse glisser petit à petit vers ces sensations-là. Par rapport à la question du état second, conscience, comment tu as dit? Conscience, enfin bref, conscience, moi je c'est absolument pas contradictoire, c'est-à-dire voilà, c'est absolument pas contradictoire, c'est-à-dire que presque aujourd'hui, la conscience est endormie, alors qu'il faut presque favoriser ou inviter les corps à se dégager du quotidien, à se dégager des tâches qu'on a aujourd'hui au quotidien, des relations avec le monde, avec notre environnement, pour pouvoir se réveiller de l'intérieur. Et quand on est réveillé de l'intérieur, après on a un autre rapport au monde. Donc du coup, il y a comme une espèce d'état second qui nous permet de travailler de l'intérieur pour revenir au monde. Et je ne crois pas du tout que ce soit contradictoire. Et je rajouterais aussi mais quelque chose qui fait partie du processus somatique, c'est le fait que à chaque fois que l'on pratique, on repart un peu d'un état ou d'un point zéro. Ou est-ce que parce qu'on est constamment, on retourne constamment au processus quotidien ou ce que la réalité contemporaine ou là où elle nous amène. Et on doit constamment recréer le lien. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous perturber, nous empêcher de créer le lien dans un instant, quel qu'il soit, même en tant que je pratique professionnellement, c'est très possible que je n'ai pas accès si, pour une raison ou une autre, c'est un défi que de travailler dans cette zone-là. C'est un défi, mais qui est aussi captivant que large et généreux aussi comme événement. Donc, je réitère le fait que je trouve qu'en tant qu'action artistique, je trouve que c'est une nécessité. Oui, je suis juste un petit mot avant de vous laisser la parole à nouveau. Vous avez parlé de science-fiction. Or, dans la science-fiction, enfin, telle qu'on se la représente, je ne suis pas aussi férue que vous, mais en tout cas, c'est plutôt le robot qui est en train de dominer, ou ce qu'on appelle l'humain augmenté. Hein, et donc, tout d'un coup, ce à quoi vous nous menez, ou les expériences auxquelles vous vous êtes livrés et qui vous ont amené à réinterroger ce qui constitue de plus profond dans la relation, est à l'encontre de cette opération de robotisation qui est latente depuis le début du XXe siècle. Enfin, je pense au fameux portrait dadaïste de Raoul Haussmann, de cette tête qui, avec des compas, des tas de choses, et qui est un homme complètement livré à la statistique et au calcul de probabilité de sciences exactes, alors que vous revenez à des choses qui ne sont pas dans l'exactitude, mais qui sont dans le ressenti. Oui, mais en même temps... Et vous expérimentez tout ce que ce ressenti peut avoir encore d'inconnu. Oui, mais moi, j'ajouterais que peut-être qu'à certains niveaux de conscience, que peut-être qu'il y a des choses qui se passent aussi dans les théories quantiques, qu'il doit y avoir une transgression des perceptions rationnelles du réel dans l'événement quantique qui, lui, qui considère tous les éléments comme faisant partie de l'événement et que ça dépasse les notions du réel.
Donc, et qu'il faut retourner peut-être à une notion du corps comme étant une base d'événements et que c'est scientifique en quelque sorte aussi. C'est que le corps est mesure dans sa possibilité de transgresser les notions du réel. Donc, oui, c'est la question de la vibration, hein, des théories sur la vibration oui. et d'un univers qui est plutôt d'ailleurs courbe, avec des lignes qui s'atteignent ou pas, que d'ailleurs en ligne droite, comme on l'a imaginé à partir de la Renaissance. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Eh bien, nous allons rêver. Donc, ah non, Gérard, vas-y. J'en ai une autre, c'est juste pour vérifier, plutôt Benoît, la chambre, vous êtes très rattaché dans le paysage chorégraphique à l'univers de la composition instantanée, improvisation et composition instantanée. Je crois comprendre que dans ce projet, ça n'est pas du tout une donnée dominante. Non, je pourrais pas. Non, il y a une contradiction, il y a un genre de paradoxe, au fait, qui est établir des structures dans lesquelles l'improvisation est nécessaire pour que ça existe. Donc, il y a des événements ou des utilisations de techniques et méthodes vocales qui doivent laisser place aux fluctuations qui apparaissent. Quels sont les événements qui apparaissent. Et c'est avec ça qu'on compose. Donc, il y a improvisation parce que ce n'est pas écrit à la note près. Ce sont des modes de fonctionnement qui véhiculent la structure de l'œuvre. Et dans ces modes de fonctionnement-là, il y a tous les liens qui s'établissent à travers ces modes-là. Donc, et donc, c'est ce qui fait chorégraphie. Ce qui crée, ce qui est chorégraphique et autant le fonctionnement dans l'instant réel, dans le réel. Donc, et dans l'événement demande d'être à l'écoute des fluctuations. Donc la structure, elle est très très forte. Et l'improvisation, c'est ça. Pardon ? Structure très forte, mais incorporant c'est ça, exactement. D'où le paradoxe. C'est ça. Oui. Ouvert et construit. C'est ça. Hein? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Non ? Je coupe la parole à personne. Hein. Bon, très bien. Alors, je rappelle donc que l'on va vous voir vendredi et samedi à 22h à Grammont, mais vous donnez aussi de grandes leçons de danse. Donc, Benoît, c'est lundi 6 juillet à 10h sur l'Esplanade. Apparemment, il y a un parcours, hein, parce que j'ai lu Esplanade de la musique Beaux-Arts. C'est une déambulation ? Non. Non ? Ah, qui s'appelle comme ça, voilà. J'étais un peu interrogée par l'appellation. Donc, c'est un lieu qui s'appelle comme ça, très bien. Donc, Esplanade de la musique Beaux-Arts. Et puis, alors, Fabrice, toi, c'est au parc Clémenceau le mercredi 8 juillet à 10h. Et alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on peut voir encore, donc, au Edna Harin, la dernière création, Last Work, de la Batcheva Dance Company au Quorum à 20h. Tandis qu'à 22h, on voit au Théâtre de l'Agora Rachid Nouramdan pour sa création intitulée « Tenir le temps » à 22h. Donc, bonne journée, bon après-midi et peut-être à ce soir.